Bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler du dipôle électrostatique. Je crois même que je vais faire 3 vidéos sur ce sujet-là. On me l'a demandé sur la chaîne, on m'a dit est-ce que vous ne pourriez pas traiter les dipôles? Et c'est vrai qu'on a fait une série de vidéos assez complètes sur l'électrostatique et le théorème de Gauss, mais on n'a pas encore parlé du dipôle. Donc voilà, je réponds à cette demande. Donc on va parler de l'intérêt et des définitions concernant le dipôle électrostatique. Parce que je pense que souvent le dipôle ça devient vite quelque chose de technique avec des développements limités, des courbes, etc. Mais il faut d'abord insister sur l'intérêt en physico-chimie d'étudier le champ créé par un dipôle électrostatique. Et il y a des situations très concrètes pour lesquelles c'est vraiment très utile. Ensuite, on va parler de ce qu'on appelle le dipôle actif, c'est-à-dire en fait on va étudier le potentiel et le champ créé par un tel dipôle. Donc là, c'est justement la partie peut-être un petit peu technique de ce cours. Et enfin, on va parler de ce qu'on appelle le dipôle passif, c'est-à-dire en fait, que se passe-t-il quand un dipôle est lui-même soumis à un champ extérieur. Et donc, on va voir ce qui se passe quand on est dans un champ uniforme et quand on est dans un champ non uniforme. On parlera des résultants des forces et des moments exercés donc sur ce dipôle électrostatique. Mais avant donc, quel est l'intérêt de définir le dipôle électrostatique? Quand est-ce que dans la nature on rencontre cette notion? Et pourquoi définir le moment dipolaire tel qu'on le fait couramment? Donc on sait bien que dans la nature, quand on a des molécules, eh bien on peut dire qu'il y a certaines molécules qui sont des molécules polaires et des molécules qui sont des molécules apolaires, c'est-à-dire des molécules non polaires, mais qui peuvent le devenir, et c'est ce qu'on appelle la polarisabilité. Alors expliquons un petit peu toutes ces notions. Donc j'ai donné d'abord des exemples de molécules qui sont ce qu'on appelle des molécules polaires. Donc j'ai pris HCl, NH3 et H2O. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ces molécules des molécules polaires? Tout d'abord, remarquons que la molécule, elle est neutre, c'est-à-dire que les charges positives compensent les charges négatives. Globalement, donc la molécule est neutre. Mais il peut y avoir ce qu'on appelle une différence d'électronégativité, c'est-à-dire une tendance de certains atomes à attirer préférentiellement les électrons d'une liaison covalente. Tu sais que l'électronégativité, elle croît de gauche à droite et de bas en haut dans le tableau périodique. Donc tu sais que par exemple l'atome de chlore est beaucoup plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Donc il va avoir tendance à attirer les électrons de la liaison covalente en son voisinage. Et voilà pourquoi on l'affecte très souvent d'une charge partielle, delta-. Et donc comme l'ensemble est neutre, eh bien ça veut dire qu'il y a un défaut d'électrons au voisinage de l'atome d'hydrogène. Et lui, donc on va l'affecter d'une charge delta+. Et donc on va voir que ça crée ce qu'on appelle un moment dipolaire. Pareil par exemple pour la molécule d'ammoniac, NH3. Donc là on a un doublet non liant. Et puis là donc on a tous les liaisons covalentes, mais c'est pareil. L'atome d'azote est plus électronégatif, donc il va attirer vers lui les électrons de la liaison covalente. Et donc on va avoir apparition donc, de charges partielles, 3 delta-, et puis les delta+ sur les hydrogènes, et puis l'eau bien sûr. Donc l'oxygène étant plus électronégatif que l'hydrogène, c'est la même chose. On a des charges partielles. Alors ça, ce sont ce qu'on appelle des molécules polaires. En fait, ce qui se passe pour ces 3 types de molécules, c'est que ce qu'on appelle le barycentre, alors je sais que cette notion de barycentre, elle n'est plus vraiment étudiée, ou centre de masse parfois, mais là c'est pour les charges, elle n'est plus vraiment étudiée en maths, mais en fait le barycentre, alors on peut l'expliquer simplement, le barycentre des charges négatives est désolidarisé dans ces molécules des barycentres des charges positives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on prend la molécule d'eau, H2O, eh bien on pourrait imaginer un point qui est au milieu. Ici, c'est ce qu'on appellerait le barycentre. Quand on n'a que 2 points avec les mêmes charges, il est simplement au milieu. Et donc on va l'appeler P, ce point, parce que c'est une charge positive. Et on va l'affecter de 2 charges partielles, donc 2 delta+, la somme des charges partielles portées par les atomes d'hydrogène. Le barycentre de la charge négative, lui, il est sur l'atome d'oxygène. Donc là, il n'y a rien à faire, puisque voilà, c'est l'oxygène qui sera le barycentre. Alors si j'appelle N, c'est pour négatif, c'est pas parce que c'est un atome d'azote, mais c'est P positif et N négatif, la somme des charges moins, la somme des charges plus. Quand on a la molécule d'ammoniac, pareil, le barycentre des charges moins, il est sur l'azote. Par contre, alors là, on a un triangle équilatéral.
Et donc au centre de gravité de ce triangle équilatéral, donc on aurait le barycentre des charges plus, P, et on peut l'affecter donc de la charge totale 3 delta plus. Et puis là, bon, ben, les barycentres, ce sont les atomes eux-mêmes. Donc on voit qu'à chaque fois, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe les charges positives et on cherche ce qu'on appelle donc le barycentre. Là, j'ai donné des exemples très simples, c'est le milieu, le centre de gravité. Voilà, je ne vais pas donner de définition générale de ce barycentre, mais c'est l'idée. Alors, donc quand le barycentre des charges plus est désolidarisé du barycentre des charges moins, alors on appellera Q en fait la charge totale, alors c'est la valeur absolue donc de la charge négative et c'est aussi la charge positive partielle portée affectée à ce barycentre, donc c'est Q. Donc la molécule reste neutre globalement, mais les barycentres portent des charges partielles et c'est Q la somme de ces charges partielles. Donc le moment dipolaire, par définition, c'est Q fois le vecteur NP. Donc c'est un vecteur dirigé de la charge moins vers la charge plus. Et donc, il est comme ça ici pour la molécule d'eau, il est comme ça ici pour la molécule d'ammoniac, et il est comme ça ici pour la molécule donc, de chlorure d'hydrogène. Et donc, c'est la définition de ce qu'on appelle le moment dipolaire. C'est la manière mathématique de caractériser cette dissociation des barycentres des charges positives et négatives. Alors, de façon générale, la définition du moment dipolaire, c'est la somme sur I des QI OPI quand on a une collection ponctuelle de charges. Voilà, on pourrait imaginer que ça, on le représente par une collection de charges avec une origine O au repère et puis donc les PI qui portent les charges QI. Et donc globalement, il faut que la somme des QI soit égale à 0, c'est-à-dire qu'il faut que la charge totale soit nulle. Et donc à ce moment-là, quand le barycentre des charges positives est désolidarisé du barycentre des charges négatives, ce qui n'est pas toujours le cas, on va le voir tout de suite, eh bien on peut définir ce qu'on appelle le moment dipolaire, sinon on peut le définir aussi, mais il est nul. Alors, les molécules apolaires sont des molécules pour lesquelles justement ce moment dipolaire est nul. On comprend tout à fait que dans une molécule symétrique type dioxygène, diazote, dihydrogène, voilà, là on n'a pas de moment dipolaire. Et puis CO2, c'est pareil. On a des charges partielles, mais en fait, par symétrie, le barycentre des charges moins est au milieu. Et donc, cette molécule est apolaire. Le moment dipolaire permanent est nul. Donc, elle ne possède pas de moment dipolaire permanent. Pourtant, si on applique un champ électrique extérieur, on peut polariser ces molécules-là. Alors, on verra ça plus tard. Avec notamment le modèle de Thomson de l'atome d'hydrogène. On en reparlera plus tard, sûrement dans la 3e vidéo. Donc, définition, le moment dipolaire QNP. L'unité, c'est en coulomb-mètre dans le système international. Sachant que donc, à l'échelle des molécules, Q est de l'ordre de la charge élémentaire, bien sûr souvent un sous-multiple, enfin voilà, une fraction de la charge élémentaire, 10-19 coulombs. 1, 6, 10, moins 19 coulombs. La distance interatomique de l'ordre de l'angstrom, 10 puissance moins 10 mètres, 0,1 nanomètre. Eh bien, on voit que le coulombmètre, c'est une unité qui n'est pas du tout adaptée. Ça veut dire que le coulombmètre, c'est une unité beaucoup trop grande. Donc, on a défini le 2 by, donc qui, grosso modo, c'est 10 puissance moins 29 coulomb mètre. Donc 1 tiers 10 puissance moins 29 coulomb-mètre. Donc c'est une unité adaptée, ça veut dire que les moments dipolaires usuels sont de l'ordre de 1 de by, donc 1 tiers 10 puissance moins 29 coulomb-mètre. Alors, pourquoi c'est important d'étudier donc les dipôles électrostatiques? Comme on l'a dit, les molécules, regardez, on va le voir à ce qu'on appelle dans l'approximation dipolaire, c'est-à-dire à grande distance par rapport à leur taille, donc vont être modélisées par ce dipôle et on va pouvoir calculer le potentiel et le champ et l'énergie potentielle d'interaction entre les dipôles. Alors ça peut être entre dipôles, entre molécules polaires, entre ce qu'on appelle dipôle permanent ou entre dipôle permanent et dipôle induit ou même entre deux dipôles induits. Mais dans le cas général, l'énergie potentielle donc décroît en 1 sur la distance entre les molécules à la puissance 6 et la force qui est moins gradient de l'énergie potentielle, donc en norme, décroît en 1 sur R à la puissance 7. Donc voilà comment, par exemple, les liaisons hydrogènes
qui joue un rôle tellement important en chimie pour les solvants polaires, etc. Donc on va voir que voilà, on peut caractériser, quantifier cette interaction entre dipôles grâce à cette théorie du dipôle électrostatique. Donc c'est très précieux. Et donc ça s'utilise beaucoup en physico-chimie, c'est-à-dire un peu la branche de la physique qui est un peu à cheval avec la chimie pour étudier justement les interactions entre les molécules à l'échelle microscopique. En plus, cette étude sur le dipôle électrostatique a de nombreuses analogies en magnétostatique avec l'étude du dipôle magnétique, donc qui a les mêmes lignes de champ qu'un dipôle électrostatique. Donc pour toutes ces raisons, c'est vraiment très important d'étudier le dipôle électrostatique. Donc dans la prochaine vidéo, un petit peu plus technique, on va montrer comment calculer le potentiel et le champ créés par un dipôle dans l'approximation dipolaire, c'est-à-dire à grande distance devant la taille du dipôle. Et puis, donc, dans la troisième vidéo, l'action subie sur un dipôle électrostatique. À bientôt.